Jean-Paul Sartre, Le sursis. Vendredi 23 septembre, 16h30 à Berlin, 15h30 à Londres, l'hôtel s'ennuyait sur sa colline, désert et solennel, avec un vieillard dedans. À Angoulême, à Marseille, à Gand, à Douvres, il pensait « Que fait-il ? Il est plus de 3 heures. Pourquoi ne descend-il pas ?» Il était assis dans le salon, aux persiennes demi-closes, les yeux fixes sous ses épais sourcils, la bouche légèrement couverte, comme s'il se rappelait un souvenir très ancien. Il ne lisait plus, sa vieille main, tavelée, qui tenait encore les feuillets, pendait le long de ses genoux. Il se tourna vers Horace Wilson et demanda « Quelle heure est-il » Et Horace Wilson dit « 4h30, à peu près. » Le vieillard leva ses gros yeux, eut un petit rire aimable et dit « Il fait chaud, une chaleur rousse, crépitante, pailletée, s'était affalée sur l'Europe. » Les gens avaient de la chaleur sur les mains, au fond des yeux, dans les branches. Ils attendaient, écœurés de chaleur, de poussière et d'angoisse. Dans le hall de l'hôtel, les journalistes attendaient. Dans la cour, 3 chauffeurs attendaient, immobiles, au volant de leurs autos. De l'autre côté du Rhin, immobile, le hall de l'hôtel, dressant. De longs Prussiens vêtus de noir attendaient. Milan Linka n'attendait plus. Il n'attendait plus depuis l'avant-veille. Il y avait eu cette lourde journée noire, traversée par une certitude fulgurante. Ils nous ont lâchés, et puis le temps s'était remis. À couleur, au petit bonheur, les jours ne se vivaient plus pour eux-mêmes. Ça n'était plus que des lendemains. Il n'y aurait plus jamais que des lendemains. À 15h30, Mathieu attendait encore au bord d'un horrible avenir. Au même instant, à 16h30, Milan n'avait plus d'avenir. Le vieillard se leva. Il traversa la pièce, les genoux raides, d'un pas noble et sautillant. Il dit « Monsieur » et il sourit affablement. Il posa le document sur la table et en lissa les feuillets de son poing fermé. Milan s'était planté devant la table. Le journal déplié couvrait toute la largeur de la toile cirée. Milan lut pour la 7e fois. Le président de la République est avec lui. Le gouvernement n'ont rien pu faire qu'accepter les propositions des 2 grandes puissantes au sujet de la base d'une attitude future. Il ne nous restait rien d'autre à faire. Puisque nous sommes restés seuls, Neville, Anderson et Horace Wilson s'étaient approchés de la table. Le vieillard se tourna vers eux. Il avait l'air inoffensif et périmé. Il dit « Monsieur, voici ce qui nous reste à faire. » Milan pensait « Il n'y a rien d'autre à faire. » Une rumeur confuse entrait par la fenêtre et Milan pensait « Nous sommes restés seuls. » Une petite voix de souris monta de la rue. « Vive Hitler !» Milan courut à la fenêtre. « Attends un peu !» cria-t-il. « Attends que je descends. » Il y eut une fuite éperdue, des claquements de galoches. Au bout de la rue, le gamin se retourna, fouilla dans son tablier et se mit à faire des moulinets avec son bras. 2 chocs secs contre le mur. « C'est le petit Liebknecht, » dit Milan. « Il fait sa tournée. » Il se pencha. La rue était déserte, comme les dimanches à leur balcon.
Les Schönhoff avaient attaché des drapeaux rouges et blancs avec des croix gammées. Tous les volets de la maison verte étaient fermés. Milan pensait, « Nous n'avons pas de volets. Il faut ouvrir toutes les fenêtres. » « Toutes les fenêtres, dit-il. « Pourquoi ?» demanda Anna. « Quand les fenêtres sont fermées, ils visent les carreaux. » Anna haussa les épaules. « De toute façon, dit-elle, leurs chants et leurs cris arrivaient par grandes rafales vagues. Ils sont toujours sur la place, dit Milan. Il avait posé les mains sur la barre d'appui. Il pensait, tout est fini. Un grand homme apparut au coin de la rue. Il portait un rucksack et s'appuyait sur un bâton. Il avait l'air las. 2 femmes le suivaient, courbées sous d'énormes ballots. « Les Jagersmith rentrent, dit Milan, sans se retourner. Il s'était enfui le lundi soir. Il avait dû passer la frontière dans la nuit du mardi au mercredi. À présent, ils sont revenus, la tête haute. Jagersmith s'approcha de la maison verte et gravit les marches du perron. Il avait le visage gris de poussière, avec un drôle de sourire. Il se mit à fouiller dans les poches de sa veste et sortit une clé. Les femmes avaient posé leurs ballots par terre et le regardaient faire. « Tu rentres quand il n'y a plus de danger, » lui cria Milan. Anna dit vivement « Milan !» Jagersmith avait levé la tête. Il vit Milan et ses yeux clairs brillèrent. « Tu rentres quand il n'y a plus de danger. »« Oui, je rentre !» cria Jagersmith. « Et toi, tu vas t'en aller !» Il tourna la clé dans la serrure et poussa la porte. Les 2 femmes entrèrent derrière lui. Milan se retourna. « Sale couard !» dit-il. « Tu les provoques ?» dit Anna. « Ce sont des couards, dit Milan, de la sale race d'Allemands. Ils nous léchaient les hôtes il y a 2 ans. N'empêche, tu ne dois pas les provoquer. » Le vieillard cessa de parler. Sa bouche demeurait entr'ouverte comme si elle continuait en silence à émettre des avis sur la situation. Ses gros yeux ronds s'étaient embués de larmes. Il avait levé les sourcils. Il regardait Horace et Neville d'un air interrogateur. Ils se tirent. Horace fit un mouvement brusque et détourna la tête. Neville marcha jusqu'à la table, prit le document, le considéra un instant et le repoussa avec mécontentement. Le vieillard eut l'air perplexe. Il écarta les bras en signe d'impuissance. Et de bonne foi, il dit pour la 5e fois, « Je me suis trouvé en face d'une situation tout à fait inattendue. Je pensais que nous discuterions tranquillement les propositions dont j'étais le porteur. » Horace pensa, « Vieux renard, où va-t-il chercher cette voix de grand-père ?» Il dit, « C'est bien, excellente. Dans 10 minutes, nous serons à l'hôtel Driesen. »« L'Archen est venue, » dit Anna. « Son mari est à Prague. Elle n'est pas tranquille. Elle n'a qu'à venir chez nous. »« Si tu crois qu'elle sera plus tranquille, » dit Anna avec un petit rire, « avec un fou comme toi qui se met à la fenêtre pour insulter les gens dans la rue. » Il regarda sa petite tête fine et calme, aux traits tirés, ses épaules étroites, son ventre énorme. « Assis-toi, dit-il, je n'aime pas te voir debout. » Elle s'assit, elle croisa les mains sur son ventre. Le type brandissait des journaux en murmurant. « Paris soir, dernière, il m'en reste 2, achetez-les !» Il avait tant crié qu'il s'était égosillé. Maurice prit le journal, il lut. Le Premier ministre Chamberlain a adressé au chancelier Hitler une lettre à laquelle, comme on l'admet dans les milieux britanniques, ce dernier répondra. La rencontre avec M. Hitler
qui devait avoir lieu ce matin est en conséquence renvoyé à une heure ultérieure. Zézette regardait le journal par-dessus l'épaule de Maurice. Elle demanda: « Il y a du nouveau ?»« Non, c'est toujours pareil. » Il tourna la page et ils virent une photo sombre qui représentait une espèce de château. Un truc comme au Moyen-Âge, au sommet d'une colline avec des tours, des clochetons et des centaines de fenêtres. « C'est Godesberg, » dit Maurice. « C'est là qu'il est. »« Chamberlain ?» demanda Zézette. « Il paraît qu'on a envoyé des renforts de police. »« Oui, » dit Milan. « 2 gendarmes, ça fait 6 gendarmes qu'en tout. Ils se sont barricadés dans la gendarmerie. » Un tombereau de cris se déversa dans la chambre. Anna frissonna, mais son visage restait calme. « Si on téléphonait, » dit-elle. « Téléphoner ? » ?»« Oui, à Prissonice. » Milan lui montra le journal sans répondre. D'après une dépêche du DNB datée de jeudi, les populations allemandes des régions des Sudètes auraient pris en main le service d'ordre jusqu'à la frontière linguistique. « Ça n'est peut-être pas vrai, » dit Anna. « On m'a dit que ça ne s'est fait qu'à Eger. » Milan donna un coup de poing sur la table. « Nom de Dieu ! Encore demander du secours ?» Il étendit les mains. Elles étaient énormes et noueuses, avec des taches brunes et des cicatrices. Il avait été bûcheron avant son accident. Il les regardait en écartant les doigts. Il dit: « Ils peuvent s'amener à 2, à 3. On rigolera 5 minutes, je te le dis. »« Ils s'amèneront à 600, » dit Anna. Milan baissa la tête. Il se sentait seul. « Écoute, » dit Anna. Il écouta. On les entendait plus distinctement. Il devait s'être mis en marche. La rage le fit trembler. Il n'y voyait plus très clair et son crâne lui faisait mal. Il s'approcha de la commode et se mit à souffler. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Anna. Il s'était penché sur le tiroir de la commode. Il soufflait, il se courba un peu plus et grogna sans répondre. « Il ne faut pas, » lui dit-elle. « Quoi ? Il ne faut pas. Donne-moi ça. » Il se retourna. Anna s'était levée. Elle s'appuyait contre la chaise. Elle avait l'air juste. Il pensa à son ventre. Il lui tendit le revolver. « Ça va, dit-il. Je vais téléphoner à Prissonice. » Il descendit au rez-de-chaussée dans la salle d'école. Il ouvrit les fenêtres, puis il prit le téléphone. « Donne-moi la préfecture. » À Prissonice. « Allô ?» Son oreille droite entendait un grésillement sec, en zigzag. Son oreille gauche les entendait. Odette eut un rire confus. « Je n'ai jamais très bien su où c'était. »« La Tchécoslovaquie, » dit-elle, en plongeant ses doigts dans le sable. Au bout d'un moment, il eut un déclic. « Na !» fit une voix. Milan pensa: « Je demande du secours. » Il serait l'écouteur de toutes ses forces. « Ici, Pravnitz, dit-il, je suis l'instituteur. Nous sommes 20 Tchèques. Il y a 3 démocrates allemands qui se cachent au fond d'une cave. Le reste est à un lin. Ils sont encadrés par 50 types du corps franc qui ont passé la frontière hier soir et qui les ont massés sur la place. Le maire est avec eux. » Il y eut un silence, puis la voix dit avec insolence: « Bitte Deutsch sprechen. »« Schweinkopf » cria Milan. Il raccrocha et remonta l'escalier en boitant bas. Sa jambe lui faisait mal. Il entra dans la chambre et s'assit. « Ils sont là-bas, » dit-il. Anna vint vers lui. Elle posa les mains sur ses épaules. « Mon cher amour, dit-elle. « Les salauds, » dit Milan. Il comprenait tout.
Il rigolait au bout du fil. Il la tira entre ses genoux. Le ventre énorme touchait son ventre. À présent, nous sommes tout seuls, dit-il. Je ne peux pas le croire. Il leva lentement la tête et la regarda de bas en haut. Elle était sérieuse et dure à l'ouvrage, mais elle avait ça des femmes. Il fallait toujours qu'elle fît confiance à quelqu'un. Les voilà, dit Anna. Les voix semblaient plus proches. Ils devaient défiler dans la grande rue. De loin, les cris joyeux des foules ressemblent à des cris d'horreur. La porte est barricadée. Oui, dit Milan, mais ils peuvent toujours rentrer par les fenêtres ou faire le tour par le jardin. S'ils mentent, dit Anna, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ils pourront tout casser sans que je lève un doigt. Il sentit tout d'un coup les lèvres chaudes d'Anna contre sa joue. Mon cher amour, je sais que c'est pour moi que tu feras ça. Ça n'est pas pour toi. Toi, c'est moi. C'est pour le gosse. Ils sursautèrent. On avait sonné. Ne va pas à la fenêtre, cria Anna. Il se leva, il alla à la fenêtre. Les Jagettmith avaient ouvert tous leurs volets. Le drapeau hitlérien pendait au-dessus de la porte. En se penchant, il vit une ombre minuscule. « Je descends » cria-t-il. Il traversa la pièce. « C'est Marika » dit-il. Il descendit l'escalier. Il alla ouvrir. Pétards, cris, musique par-dessus les toits. C'était un jour de fête. Il regarda la rue, vide, et son cœur se serra. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» demanda-t-il. « Il n'y a pas classe. » « C'est maman qui m'envoie, dit Marika. Elle portait un petit panier avec des pommes et des tartines de margarine. Ta mère est folle, tu vas rentrer chez toi. Elle dit que vous ne me renvoyez pas. Elle lui tendit une feuille pliée en 4. Il la déplia et lut. Le père et Georges ont perdu la tête. Je vous en prie, gardez Marika jusqu'à ce soir. Où est-il ton père demanda Milan. Il s'est mis derrière la porte. Avec Georges, ils ont des haches et des fusils. Elle ajouta avec un peu d'importance. Maman m'a fait sortir par la cour.